20h sur Canal FM, le grand débat de Canal FM en tout cas, en partenariat avec l'Observateur de l'Avesnois. À mes côtés, Paul Schuler pour Canal FM, Mathias pour La Sambre et nos invités, Anne-Laure Catelot, la députée de la 12e circonscription, Emmanuel Lecomte, qui est donc ancien gilet jaune. Toujours gilet jaune. Toujours gilet jaune. Ah, j'ai pas soin de dire il a manifesté à Paris, par exemple, samedi. Vous étiez encore à Paris. Samedi, j'étais à Paris. Bon, très bien. Alors, vous êtes encore gilet jaune. Je fais différemment. Voilà. Différemment. On en parlera justement dans cette seconde partie. Régis Benassé, vous êtes encore, vous, pour votre part aussi, gilet jaune. Vous étiez où dernièrement, justement ? Bah, moi, c'est un week-end sur deux, parce qu'avec mes enfants. Sur Maubeuge. Ouais, j'ai fait Maubeuge, sur le j'ai fait territoire. Valenciennes, j'ai fait. Et enfin, Bernard Baudou, le maire d'Olme-Emery, qui est aussi avec nous pour ce débat. Alors, donc, on va revenir un petit peu sur les propositions en matière de fiscalité. Alors, baisse des impôts, il y a des économies à faire. En tout cas, c'est ce que le gouvernement pourrait laisser entendre, qu'il faut faire des économies dans les dépenses de l'État, en matière d'éducation, en matière de défense, en matière de sécurité, d'environnement, de logement. Bernard Baudou, il faut faire des économies pour vous ? Non, c'est le contraire, il faut dépenser plus. Ça fait 20 à 30 ans qu'on nous bassine avec ces économies. Je vais vous donner un chiffre, tout le monde peut l'avoir, c'est sur Google. Vous savez combien coûte la dette chaque année ? Alors, je lis ce qui est dans le budget de l'État. 41,78 milliards. Encore une fois, c'est tous les gouvernements, ça ne vient pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. 41, donc près de 42 milliards. Vous savez ce que c'est, ça ? Écoutez-moi bien, ce n'est que des intérêts. On ne fait jamais baisser la dette. Donc, tous les ans, on donne 42 milliards aux banques. Et on dit qu'il manque de l'argent. Attendez, il faut s'arrêter. Le grand drame en France et en Europe et ailleurs, il n'y a pas de partage des richesses. Aujourd'hui, c'est un chiffre connu par tout le monde. Les 23 plus riches de la planète possèdent la moitié du patrimoine des habitants du monde. Donc 3 milliards. C'est qui dirige le monde, de toute façon. Voilà. Mais moi, je vous le dis, tant qu'il n'y aura pas un partage équitable et intelligent des richesses, nous n'avancerons pas. De manière concrète, ça se traduit comment, Bernard Baudou ? Des actions concrètes pour vous ? C'est quoi demain alors ? La répartition des richesses ça veut dire quand même... Non, je ne pense pas qu'il faut baisser les impôts. Quand Total paye 8,5% des impôts, je réclame qu'il paye ses 30% comme tout le monde. Je réclame qu'au niveau européen... Tout le monde sera à 33. On dise qu'il y a un plafond minimum au niveau européen. L'inverse aussi. On pourrait dire c'est 20% et aucun pays européen ne peut mettre en dessous de 20%. Mais pour ça, cette règle de l'unanimité qui est un problème, parce qu'il suffit qu'un seul pays dise non et l'Irlande va dire non, on peut ne voter aucune loi. D'ailleurs, il y a des propositions qui commencent à émaner où 8 pays arriveraient effectivement à faire une proposition à être retenue, on pourrait commencer à changer les choses. Sinon, l'Europe va dans le mur. Et actuellement, comme il n'y a pas de frein, les plus riches en profitent tous les jours. Alors, malgré tout, si on veut que le poids de la fiscalité diminue sur les ménages, il faudra bien trouver de l'argent quelque part, ou en tout cas faire des économies. Je viens de dire où. Là où est l'argent ? Des impôts, il en faudra là toujours, où est l'argent ? 57 milliards de dividendes, il faut leur en prendre un petit peu quand même. 80 milliards d'évasion fiscale, il faut leur en prendre. Les émissions de télé, vous avez vu ? Est-ce que c'est possible de le faire ? Mais bien sûr, tout le monde donne les solutions. Les paradis fiscaux, je ne les ai pas inventés quand même. Je ne les ai pas inventés. Quand allons-nous prendre de l'argent aux gens qui vont dans les paradis fiscaux et qui trichent tous les jours ? Et nous, on va tricher d'un iota et poum, on se fait prendre. Anne-Laure Catelot. Automne dernier, une de mes collègues, Émilie Cariou, qui est députée de la Meuse, un territoire qui aussi au niveau de l'Est souffre bien comme Sambre-Avesnois, a fait une proposition et donc nous avons travaillé une loi sur l'évasion fiscale et la lutte contre la fraude. Bien sûr. On a travaillé en très bonne intelligence avec l'ensemble des groupes et des partis politiques, dont le Parti communiste, et on a établi en fait, on a renforcé au contraire, parfois on peut faire la dépense publique en fait, il faut parfois la réorienter en fait. Et là par exemple on a mis le paquet à Bercy, on a dit il y a quelques services qui étaient peut-être plus des services d'appui, et on leur a dit mais là on va constituer une vraie police du fisc qui a la charge, il faut leur donner des moyens parce que maintenant et puis il faut aller justement chercher des informations sur les marchés financiers, ça demande vraiment des qualités et de la technique de fond pour aller chercher
finalement la source de ces paradis fiscaux, les montages avec des sociétés écrans au Luxembourg, aux îles Jersey ou autres. Donc ça, par exemple, c'est en cours. Mediapart, ils vont vous donner la liste. Mediapart n'a pas tout. Ils ont de grandes qualités journalistiques, mais ils n'ont pas tout dans les mains, malheureusement. Mais donc voilà, on sait qu'à l'heure actuelle, il y a en fait justement tout un bureau international d'investigation qui travaille à faire remonter. C'est ce qui a fait remonter les Panama Papers, par exemple, dont certains ont entendu parler. Et ça, c'est quand même grâce au travail journalistique, international, qui a été mutualisé. Donc voilà, ça, c'est pour moi une action extrêmement forte. La deuxième action qui a été proposée par le président de la République, c'est de dire les patrons qui sont à la tête de nos grandes entreprises françaises, et c'est aussi par rapport à l'événement Carlos Ghosn, doivent payer des impôts en France. Voilà. Et vis-à-vis des GAFA, quand on utilise, là tout à l'heure tu citais, tu vois, les infos sur Google, voilà, Google, c'est vrai que c'est dans nos vies, c'est vrai que Apple, c'est dans nos vies, voilà. Il faut absolument que ce qui est utilisé, ce qui finalement fait leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices en France, soit taxé en France. C'est pas aussi simple en mécanique à faire parce qu'ils sont très intelligents. C'est comme Ryanair, quand vous faites un vol, au niveau des impôts, ça va plutôt en Irlande qu'en France. Mais c'est à nous de trouver les mécaniques. Voilà. Je comprends que l'ensemble des citoyens, ils ont envie d'entendre, mais débrouillez-vous, trouvez-nous une solution dans les 6 mois et tac, ça sera fait. Mais c'est vrai que la mécanique derrière, elle est vraiment, vraiment énorme à mettre en œuvre. Mais pour mettre fin à la crise, il est urgent de mettre des choses en place. Mais ça va finir. Non, mais ça va très mal finir. Je le vois. J'étais samedi à Paris. Ça va bientôt finir en guerre civile. Ça a été trop loin. Ça a été trop loin. Mais les gens, ils commencent il est temps de réagir. Même l'après tout ça. Comme je disais tout à l'heure. Ça va durer, ça c'est sûr. La police, les forces de l'ordre. Décembre dernier, les mesures qui ont été prises. Des mesurettes, je suis désolé, Madame Cato. Je pense pas que 10 milliards d'euros, on puisse dire que ce soit des mesurettes, sincèrement. Je suis même pas concerné. 10 milliards, je suis même pas dans l'eau. Non, mais il n'y a aucun problème. On pourra aussi y regarder sincèrement. Mais pour le levier que ça a été dans le quotidien de beaucoup de personnes, je peux pas dire que ce soit une mesurette parce que chez moi, j'ai pu constater que ça avait transformé le quotidien de pas mal de personnes. Vraiment. Et ça concerne aussi, on l'oublie, le monde agricole. Ça concerne aussi les fonctionnaires. Parce qu'au début, on avait dit, tiens, les fonctionnaires sont peut-être en dehors. Non, ça concerne également les fonctionnaires. Donc voilà. Et c'est comme les heures sup désocialisées, défiscalisées. On revient effectivement à la mesure qui, honnêtement, était une mesure très correcte prise à l'époque par Nicolas Sarkozy. Voilà, on est revenu dessus. C'est ce qu'on nous a volé. Exactement. Mais en fin de compte, c'est quoi? Tu travailleras plus. Si tu veux gagner un peu plus, il faut que tu travailles plus. Mais si on travaille plus, on va faire travailler 45 heures. J'ai travaillé dans le BTP. On pouvait monter jusqu'à 50 heures, alors que c'est hors la loi, c'est 48 heures. 44 heures. Dans le BTP alors peut-être. Dans le BTP, je sais pas. Okay. Oui, mais j'ai déjà fait 50 heures semaine, ça pose pas de problème. Mais on va travailler plus. Et du coup, on prendra l'emploi de personnes, du personnel qui aurait pu rentrer dans l'entreprise. Vous voyez, c'est le chien qui se mord la queue. Alors ça, après, c'est la mécanique dans ces cas-là que vous présentez, à la façon les 35 heures devaient libérer de la place pour d'autres personnes, vu qu'on partageait le travail. On a bien vu dans la mise en œuvre, par exemple, on a bien vu dans la mise en œuvre de cette mécanique-là que ça n'a pas fait émerger les emplois qui étaient attendus et honnêtement qui pouvaient être de fason très juste attendus. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. Le métier que je fais, BTP, tous les métiers du bâtiment, qui sont très physiques, très difficiles. Je fais un infarctus à cause de ce métier-là, justement parce que j'ai trop forcé. Je suis désolé, on ne devrait pas se faire crever au boulot non plus. On doit vivre dignement, mais sans se faire crever non plus. Là, ça rentre un peu plus dans les conditions de travail à la fois. Ce qui veut dire, ce que veut dire monsieur, c'est est-ce qu'il faut faire 50 heures pour gagner correctement sa vie? C'est ça la question qui pose. C'est ça la question. C'est pas logique. Donc toutes les réponses finalement que le gouvernement a apportées jusqu'à présent, ça ne vous convient pas. Que le gouvernement garde ses aides sociales, mais qui nous permettent de mieux vivre, c'est tout simplement. Revalorisation des salaires. Ou est-ce qu'il n'y a pas tout simplement trop de cotisations prélevées sur les salaires? Mais trop de cotisations, mais après, je veux bien comprendre qu'il faut faire tourner le pays. Ça, je le conçois. Les cotisations, je vous rappelle que les cotisations, il y a la retraite, il y a notre sécurité sociale, notre protection sociale, qui est quand même la meilleure du monde. Oui. Quand même. Et que si demain, on n'alimente pas nos caisses de sécurité sociale et nos caisses de retraite, on est mort. Quand on dit tout le temps les charges, attention, les charges, ça correspond... Parce que je ne partage pas ce nom de l'État-providence. Nous ne sommes pas un État-providence. Parce que la providence, ça tombe du ciel. Prenez le dictionnaire. On est un État solidaire. On a fait des choix qui datent de la libération pour que tout le monde ait le droit à se soigner correctement, ce qui n'existe pas dans d'autres pays.
Et ça, si on le remet en cause, c'est les plus pauvres qui vont trinquer. Donc c'est pas sur ça qu'il faut toucher. Moi, à mon avis, et la retraite par répartition. Regardez ceux qui ont la retraite par capitalisation. Vous croyez qu'ils sont plus heureux qu'en France ? Regardez. On a un socle social qui nous unit en France. Et dans tous les cas, il faut absolument le préserver de toutes les tempêtes qui pourraient arriver. Et ce socle, c'est notre santé, c'est l'éducation, enfin voilà, et c'est notre retraite. Mais alors, on touche à quoi D'ailleurs, beaucoup de gens pensent aux très riches, on répartit mieux l'argent. C'est notre problème. Les tranches d'imposition, Bernard Bedous, ça fait partie des solutions pour vous, qu'il y ait davantage de tranches d'imposition ? Écoutez, vous savez, tout à l'heure, il l'a bien dit. Aujourd'hui, les Français et les gilets jaunes, mais pas seulement les gilets jaunes. Les Français se disent quoi ? C'est pas possible que nous, on n'arrive plus à joindre les deux bouts, qu'on a de plus en plus de mal, qu'on a du mal à avoir un job, qu'on a du mal à ceci, on a du mal à cela, et de l'autre côté, on voit des fortunes grandir. Je sais bien que ça peut paraître facile de dire ça, mais à un moment donné, si cet argent, cette masse d'argent n'est pas mieux répartie, on n'aura pas la solution. Moi, je peux me tromper, mais c'est vraiment ce que je pense. Il faut revaloriser l'emploi. Aujourd'hui, entre quelqu'un qui ne travaille pas et quelqu'un qui travaille, il n'y a pas de frontière. La part salaire. Il n'y a pas de fossé. Voilà. Ça, c'est assez intéressant de leur cateau, vous rebondirez là-dessus. La part salaire dans les revenus globaux de la société a diminué. Elle est devenue beaucoup trop basse. Il faut revaloriser la part salaire dans la part des entreprises. Parce qu'en plus, il y a eu une modernisation, une technologie. Enfin, il travaille chez MCA, il peut dire maintenant combien on produit de voitures avec beaucoup moins de monde. Et pour autant, on n'a pas... Ça va évoluer encore dans ce sens-là. Mais bien sûr. Ouais, je veux pas garder la... Anne-Laure Cattelot. Alors, parce que c'est vrai que là, on est sur la phase des propositions. Donc, juste pour revenir sur les propositions. Moi, je crois énormément à la taxation des GAFA juste par rapport à leurs bénéfices en France. Je ne crois pas, et je pense qu'il faut en parler quand même dès à présent, la taxation du kérosène complémentaire. C'est une des solutions qui a beaucoup circulé dans les débats sur les ronds-points, etc. Par rapport à la taxe carbone. La problématique... sur le fait pourquoi les avions... Alors, moi, je vais vous dire, éthiquement, bien sûr que je suis pour qu'on taxe davantage le kérosène et que ça soit comparable à la taxation qu'on a dans le gasoil qu'on met dans sa voiture. Le seul problème, c'est que ça crée un effet d'évitement et que tout simplement, ils iront faire le plein à Londres, à Bruxelles, etc. Bah oui. Et que finalement, tout le noyau, parce que la plus grosse entreprise de France, on l'oublie, c'est Roissy-Charles de Gaulle. Il y a plusieurs centaines de milliers d'emplois sur place. Et bien tout simplement, ça va disparaître. Et ça, c'est justement une règle à mettre en place avec l'Union européenne. Exactement, c'est du travail européen. C'est tout à fait ça et pertinent. Emmanuel Lecomte, je suis raccord avec vous. Dans le débat, parce qu'il y avait aussi d'autres questions posées par le président de la République dans sa lettre aux Français. Faut-il par exemple supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité ? Qui veut répondre à cette question ? Bernard Bedous, faut-il supprimer des services publics ou alors faut-il revoir leur fonctionnement ? Quel service public ? Il faut toujours revoir le fonctionnement de tout. Moi, je ne suis pas dans l'état d'esprit de dire ce qui a existé il y a 20 ans, c'est encore là pour 30 ans. C'est pas juste. Mais à l'époque de la numérisation, par exemple, est-ce que c'est toujours utile d'avoir certains services publics de proximité ? Il en faut aussi. Oui. Mais je pense que oui. Tout à l'heure, on a parlé d'une prime que les gens ne comprenaient pas pour aller chercher. Il faut faire attention, les gens ont besoin du contact. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on a un problème d'illettrisme par rapport au savoir lire compter. Demain, on pourrait avoir un illettrisme par rapport au numérique. Alors, est-ce qu'on peut le faire autrement, alors peut-être ? Alors, on cherche des solutions, mais le service public a quand même beaucoup souffert ces dernières années. Je vais compléter ce que dit Bernard, c'est que je crois qu'en fait, il faut avoir des guichets, par exemple, ouverts à Lille ou ouverts à Arras, c'est peut-être pas forcément utile. Avoir des guichets avec du personnel et du service public à Maubeuge, à Fourmies, à Le Quesnoy, etc. Là, à Aulnoy aussi, on en a particulièrement besoin, davantage qu'ailleurs. Donc en fait, il faut pour moi repenser le service public, c'est à l'aune de la réforme, la CAP 2022, elle s'appelle comme ça, qu'il faut revoir ça, c'est faire un vrai audit des services publics et regarder objectivement ce qui marche. Par exemple, il y a un service public itinérant qui a été mis en place du côté de Guise. Voilà. Est-ce que ça peut être, généralisé à l'ensemble des territoires ruraux ? Complètement. Dans le pacte, on avait imaginé ça, des maraudes sociales, le fait de se dire que des maisons de services publics, c'était bien, et c'était ce vers quoi il fallait converger, c'est-à-dire dans un seul et même endroit, vous avez posé la question du logement, de la santé, du social, etc. Mais finalement, on a besoin d'aller au-devant des gens, parce qu'on est dans un territoire où on n'est pas forcément très mobile, les infrastructures ne sont pas au top, donc il faut que le service public il aille vers les gens. Et en fait, on a beaucoup de fonctionnaires qui font
honorablement leur travail, une fois de plus, je ne les remettrai jamais en question, mais qui sont dans ce qu'on appelle le back-office, en arrière-plan. Et moi, je pense que cette partie-là, il faut au contraire les remettre sur le devant de la scène, parce qu'il faut qu'ils aillent conquérir les personnes, il faut qu'ils aillent à la rencontre des citoyens pour finalement dire ce que disait tout à l'heure Régis, mais c'est quand même fou, il y a des trucs qui existent, on n'est même pas au courant. Et on a beau communiquer, c'est jamais assez. C'est jamais assez, c'est jamais assez. L'idée d'un service public itinérant, pourquoi pas ? Service public itinérant, pourquoi pas ? Maison des services publics. Et puis parfois, il y a des administrations qui existent et on sait, elles ne sont pas toujours performantes. Dans le débat Gilets jaunes, il y a aussi eu des remontées sur les autorités administratives indépendantes, les AAI. Et en fait, c'est des grosses structures qui existent. Parfois, l'État, en fait, il a délégué ça à une autorité. Et honnêtement, on n'arrive pas toujours nous-mêmes à savoir ce qu'elles font, quoi. Le transport ferroviaire, Bernard Baudou ? Bah oui, parce qu'on parlait de service public. Regardez, on a fait une conférence de presse ce matin, auquel d'ailleurs les journaux qui sont ici autour de la table et Canal FM étaient présents. Et c'est catastrophique. Pendant des mois et des mois, on va proposer aux gens 4 heures pour faire un déplacement qui mettait 1h20 avant. On vient de nous annoncer qu'il se... C'est pour des raisons de travaux, il faut bien le préciser aussi. C'est pour des raisons de travaux. Mais pourquoi tous les travaux entre Valenciennes-Lille sont faits la nuit et là, dans la ruralité, on les fait le jour, en pleine journée. J'attire l'attention d'Anne-Laure parce que je pense qu'elle partage mon point de vue. Il y a une manière de traiter la ruralité qui est scandaleuse. Citoyen de seconde zone, c'est de la du mépris, ni plus ni moins. De toute façon, il y en a que pour les métropoles. On est en train de tout rassembler sur la métropole lilloise, nous concernant. On supprime des services publics pour tout regrouper de plus en plus près de la métropole. J'imagine les gens, ils ont déjà du mal à prendre leur voiture, leur diesel. C'est mort. Vous avez le sentiment d'être citoyen de seconde zone, comme on le dit parfois ? Ah, moi, oui. Mais le bassin de la Sambre, la Vénois, ça fait des années qu'il meurt. Ça fait depuis les années 80, quand il y a le groupe Vallourec qui tournait à 5000 employés, qui sont maintenant même pas à 400-500 personnes. Non, ils sont à 1000. Mais on a perdu 3000. Regroupés, mais ils ont beaucoup transféré de Saint-Saulve, etc. Non, là, au loin, on est encore à peu près à 1000. Et ils ont revendu une partie aussi. Une bonne partie, en tout cas, ça a bien diminué. C'est ce qu'on on en a perdu 3000, il a raison. Et tout ce qu'il y a dans la filature, parce que la Vénois, c'était beaucoup la filature, textile, tout ça. Ça n'existe plus. Mais je voudrais attirer l'attention, et je sais que je ne serai pas tout seul à défendre, mais on parle maintenant des trains pour Lille avec une correspondance à Valenciennes. Dans l'après-midi, dans les heures creuses, on devra changer de train pour aller à Valenciennes. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en train, autour d'une métropole, de créer un ensemble avec Douai, Valenciennes, etc., qui auront tac, ça ira. Et nous, la ruralité, encore une fois. Et après, le gouvernement s'étonnera encore de ne pas comprendre pourquoi la ruralité se sent écartée de tout. Anne-Laure Cattelot, les réponses, donc le transport ferroviaire, et deuxièmement aussi, le côté un petit peu tout mis sur la métropole au niveau des moyens de l'État. Oui, de toute façon, c'était la mécanique du précédent gouvernement, c'est vrai qu'il faut le dire. Les lois qui ont été prises pour les compétences des collectivités territoriales, tout est allé vers la métropole, vers une sacralisation des métropoles. Et on le sait bien que ça a contribué à appauvrir et à assécher le reste du territoire. C'est pour ça qu'avec les élus locaux, on est allé négocier un pacte bien costaud, Sambre-Avesnois-Tirage, plusieurs centaines de millions d'euros sur justement qu'est-ce qui allait être un levier pour nous aider à nous développer. Les infrastructures routières, ferroviaires, la question des infrastructures numériques, on ne peut pas se permettre chez nous d'avoir des conversations téléphoniques qui se coupent pour une entreprise de pas avoir de haut débit. C'est vraiment un handicap. Et quand on est une entreprise ou un citoyen en proximité de la métropole, on ne vit pas ces freins-là. Donc pour nous, c'était d'aller travailler sur ces leviers-là pour faire en sorte que notre territoire se développe. Et c'est vrai que dans le même temps, on entend la SNCF qui a envie de faire quelques économies là-dessus. Donc certes, la SNCF, c'est pas l'État directement, mais honnêtement, il y a quand même une petite part de l'État là-dedans. Oui, et c'est à nous d'aller mettre les mains dans le cambouis, de se poser les questions. Parce que moi, je ne peux pas tolérer actuellement, alors que justement on se pose la question de demain, comment les gens vont se déplacer, comment on trouve des alternatives à l'essence et au diesel, comment on fait en sorte que ici les gens ils ont envie d'aller étudier même à Valenciennes, à Lille, ou même bosser plus loin, parce que comme ça a été dit, on a un territoire en matière d'industrie qui s'est un petit peu asséché quand même si maintenant c'est stabilisé. On ne peut pas perdre de la qualité de service. Demain, comment on fait pareil pour aller dire à nos habitants préférez le train plutôt que la voiture s'il y a moins de trains, si les trains ils sont bondés, c'est pas tolérable. Il n'y a pas de capacité, quelque part, à faire du report modal et donc à changer ses habitudes. C'est pas cohérent. Voilà. On revient dans quelques instants. Deuxième partie de ce débat, bien entendu, sur la fiscalité et les dépenses publiques sur Canal FM.